Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un article qui s'appelle Global Algorithm for the Endovascular Treatment of Chronic Femoral Popliteal Lesions. Donc, c'est un article c'est un groupe d'experts qui sont réunis et qui ont essayé de faire un algorithme sur les lésions, sur la maladie fémoro-poplitée en prise en charge endovasculaire. Donc, au niveau du contexte, il y avait des algorithmes auparavant développés pour comment franchir une lésion occluse totale chronique et qui visait à standardiser les procédures endovasculaires, mais aucun algorithme thérapeutique n'était encore disponible pour le traitement des lésions fémoro-poplitées. Pour appuyer un peu plus leur approche, ils parlent de l'essai BEST-CLI, Best Endovascular Best Surgical Therapy for Patients with Critical Limb Ischemia, où ils cherchaient à comparer, enfin à chercher le meilleur traitement pour l'aonie critique des membres inférieurs enfin pardon, là où critique. Ils ont randomisé des patients en chirurgie versus endovasculaire et ils ont trouvé que le pontage avec une veine saphène était toujours meilleur en termes de résultats, c'est-à-dire en moins d'amputation et moins de réintervention à 1 an par rapport à l'endovasculaire, mais il y avait des limites dans cette étude-là où la section des malades, c'était seulement ceux qui étaient opérables et pas les plus graves. Au niveau endovasculaire, il y avait un faible succès technique et l'usage de ballons simples seulement qui favorisait du coup les réinterventions. Ouais, juste un petit mot là-dessus, parce que ça, à chaque fois, la principale limite de cette étude-là, finalement, c'est qu'en un jour, on ne peut pas faire 5 patients d'ischémie critique en peine. C'est-à-dire Ah qu'en oui. fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une population d'ischémie critique qui augmente. Donc, actuellement, on n'a pas les moyens chirurgicaux, Ah je oui, veux dire, ça pour les prend. traiter. Je pense que pour moi, c'est la principale limite. D'accord. Voilà, je voulais faire un petit rappel de l'angioplastie qui se déroule généralement en 4 étapes, l'approche, le franchissement de la lésion, la préparation de la lésion et le traitement définitif. Cette étude, elle a été réalisée en utilisant la méthode de Delph, ou Delphi Consensus en anglais. C'est c'est une méthode qui est une technique de prévision et d'aide à la décision qui repose sur une cotation itérative d'un groupe d'experts. Elle est souvent utilisée pour les sujets complexes ou incertains ou à débat. Donc, en fait, ils choisissent des experts, ils leur envoient des questionnaires anonymes, ils analysent les réponses et ils recommencent jusqu'à trouver un consensus. Donc, ils ont fait ça sur le choix de l'imagerie. Donc, ça, il n'y avait pas trop de débat. Avant une intervention, ils préconisent l'écho Doppler, l'angioscanner, parfois l'angio-IRM. Ça permet de bien préciser la lésion. Et en paire-intervention, enfin, en paire-procédure, il préconisait aussi l'utilisation de l'échographie intravasculaire, ce qui permet de visualiser très bien la plaque, les calcifications et le thrombus, un sizing précis, et permet de confirmer le passage intraluminal du guide. Il y a une étude qui montre que souvent, l'utilisation de l'échographie intravasculaire permet de modifier l'approche thérapeutique dans 80% des cas, avec une réduction du risque de rosténose à 1 an, significatif. Voilà, ils parlent du coup dans cet article, ils font la revue de enfin, de la plupart des méthodes de préparation de lésions, dont l'angioplastie par ballon standard ou le POBA, Plain Old Balloon Angioplastie. Ça reste l'étape initiale de préparation des lésions. Il faut généralement choisir un ballon de taille adaptée, un rapport 1 pour 1 sur un vaisseau normal, et une montée progressive de la pression, et au moins gonfler 3 minutes. Il parle des ballons spécifiques qui sont traités enfin, qui sont conçus pour traiter les plaques athérosclérose fibreuses ou calcifiées. En théorie, il y a un meilleur succès technique, mais il y a, il y a peu de données cliniques. L'utilisation est restreinte aux lésions modérées à sévèrement calcifiées et ou non dilatables. Il y en a plusieurs types. On a le cutting, le scoring, le focal force. Ici, on a l'angiosculpt et le chocolate électronique. Euh, il y a des résultats encourageants, mais voilà, peu d'essais contrôlés randomisés. Il parle de l'athérectomie, la thrombectomie, ça permet d'éliminer complètement la plaque et ça permettrait aussi une meilleure absorption du médicament quand c'est du matériau à élution et réduit le recours au bail-out stenting, donc le stenting non planifié. Il y en a plusieurs types également, le directionnel, le rotationnel, l'orbital, le laser excimer. Donc ça, c'est le laser excimer. Celui-là, c'est le Rotarex. Ça réduit le recours au stent non planifié. Ça a une bonne permettez moins de dissection. Mais voilà, on a un risque non négligeable d'embolie distale. Juste une petite remarque ici, il y a comment dire, en fait, c'est assez entretenu, une confusion assez entretenue entre athérectomie et thrombectomie. C'est deux choses très différentes. Les athérectomies, c'est effectivement pour préparer une plaque chronique.
alors que les dispositifs de thrombectomie, c'est pour traiter des patients qui ont du Aigu. caillot, soit de façon aiguë ou subaiguë. Donc, atérectomie, c'est vraiment pour les traités latéraux, pour la plaque, et voilà. Et thrombectomie, c'est vraiment pour une situation aiguë ou subaiguë. Donc, c'est deux choses vraiment différentes qui est savamment entretenues, je pense, par beaucoup de compagnies, pour différentes raisons. Mais voilà, c'est vraiment deux dispositifs. Par exemple, le Rotarex que tu as cité, c'est pas quelque chose qu'il faut utiliser dans du chronique. Plutôt comme dans les... C'est du aigu, subaigu, voilà. C'est pas un dispositif qui est fait pour le chronique. Voilà. Donc, chacun a ces indications-là. Et on devrait séparer, et c'est dans l'article, hein, c'est eux qui mélangent. Il faut vraiment séparer les deux. D'accord. Donc, on a la lithotripsie intravasculaire, qui est une méthode alternative où on utilise des ondes de choc pulsé pour fracturer les dépôts calciques. Ça limite également les dissections. Voilà, de très faibles de dissection. Il y a une étude qui montrait il y a une meilleure, enfin, qui montrait des très bonnes réussites techniques et une meilleure perméabilité à 1 an et 2 ans comparé à l'angioplastie simple et ballon actif. Donc ça, c'est la chose intéressante de cet article où ils appliquent le consensus de Delphi, enfin la méthode de Delphes sur différents... en fait, ils proposent 14 cas cliniques différents avec 14 types de lésions à chaque fois. Donc soit une lésion fémoropoplitée non totalement occluse jusqu'à les lésions intrastent, enfin les sténoses intrastent. Et ils ont fait ça pour la préparation de la lésion et pour le choix du traitement définitif. Les experts, ils choisissaient un score entre 2 à -2, 2 très recommandé et, non, enfin, et -2 pas du tout recommandé. Et ensuite, la petite lettre entre parenthèses, c'était le nombre d'experts qui choisissaient la même réponse. Donc là, on a un consensus, c'est quand on a un M, c'est plutôt mitigé, et P, ils sont pas du tout d'accord sur le choix. Donc voilà, il y avait pas mal de classifications ici pour un néophyte comme moi, donc j'en ai reparlé rapidement ici sur le PAX où c'est une lésion unilatérale, puis bilatérale, et la TASC qui présentait les lésions affaiblissement compliquées. Voilà, sur les 14 scénarios différents, avec 5 choix, ça fait au total 70 scénarios évalués. Il y avait un accord de plus de 80% dans 86% des cas. Ils sont tous d'accord sur l'utilisation de la thérectomie, aussi pour la thrombectomie, et puis la lithotripsie et l'angioplastie, un peu moins d'accord. Et là où ça porte plus à débat, c'est l'utilisation des ballons spécifiques. Donc, si on veut résumer un peu ce tableau-là, l'utilisation de l'angioplastie, elle est recommandée toujours en première intention pour les lésions courtes et non sévèrement calcifiées. La thérectomie peut être envisagée dans les lésions modernement sévèrement calcifiées ou non dilatables. Elle est non recommandée en routine et contre-indiquée sur un thrombus frais ou organisé ou après passage sous intimal. La lithotripsie est indiquée dans les lésions fortement calcifiées. Et à un moment, il parle de l'utilisation de la technique Pave-Craig pour les lésions extrêmement calcifiées et infranchissables en intraluminal, où en fait, on pose un stent couvert et puis on fait une angioplastie à haute pression pour fissurer la plaque. Ensuite, ils font exactement la même chose pour le traitement définitif, où ils parlent des ballons actifs. Enfin là, ils présentent d'abord en fait tous les outils et à chaque fois, et puis, enfin voilà. Et là, ils présentent les ballons actifs à élution de paclitaxel. Ça reste le gold standard dans les lésions fémoro-poplitées. Il y a des nouvelles choses qui sont en cours, comme le matériau, enfin, à élution de sirolimus, qui sont principalement développés en coronaropathie. Ils présentaient quelques articles en cours et surtout cet article-là, Sirona, qui compare le ballon actif à sirolimus versus ballon actif au paclitaxel. Et les résultats seront attendus cette année. Il parle ensuite des stents auto-expansibles qui offrent de bons résultats en géographique aigu, meilleur paraméter initial comparé à l'angioplastie simple, mais pas mal de sténose, enfin de resténose intrastent et d'occlusion sur les lésions longues et calcifiées surtout. Il parle aussi des stents entrelacés et ou biomimétiques à flux hélicoïdal. Il y a en théorie plus de résistance au recall qui est la capacité à maintenir son diamètre après dilatation, à la resténose et à la fracture. Et des résultats prometteurs, mais voilà, pas d'essais cliniques randomisés qui les comparent. Les stents actifs au paclitaxel, qui montrent une efficacité comparable entre stent entrelacé et stent actif, indépendant de la classification. Nous, il me semble qu'on a les Luvia. Voilà. Et il comparait aussi enfin, le ballon actif versus le stent actif. Il y a un seul essai randomisé qui a comparé tout ça.
qui montre une périodicité à 1 an équivalente et une tendance non cicative en faveur quand même du stent actif à 3 ans. Voilà, la principale critique qui avait été faite pendant enfin, dans les études, c'était la toxicité locale au paclitaxel, mais finalement sans impact prouvé sur le taux de réintervention. Et puis, il parle également des stents couverts auto-expansibles qui sont intéressants dans les lésions fémoro-poplitées longues, enfin, avec des données encourageantes. Euh, voilà, ils ont réappliqué ça sur les 14 scénarios. Ils sont d'accord dans 80%, non, sur 80% des scénarios, on a un consensus de plus de 80%. Ils sont tous d'accord sur l'utilisation du ballon actif, mais l'efficacité du ballon actif seul est incertaine dans les lésions complexes. Donc, ils ont proposé, enfin, d'où le cheval de guerre de cette étude, où ils veulent proposer un traitement, un algorithme de traitement. Donc, pour les lésions, à partir des différents scénarios, ils ont préparé cet algorithme-là. Pour les lésions non ou peu calcifiées, sur la méthode de préparation, ça c'est toujours l'angioplastie simple et considérer les ballons spécifiques pour les lésions fibrotiques et en traitement définitif un ballon actif comme traitement principal. Et considérer la thrombectomie pour les lésions organisées dans les occlusions chroniques et où on est passé en intraluminal. Et là, il faut plutôt considérer un stent actif ou un stent auto-expansible si on a été disséquent sur la préparation de la lésion. Pour les lésions modérément à sévèrement calcifiées, il faut considérer la lithotripsie sur les lésions très calcifiées et la latérectomie dans les lésions modérément à sévèrement calcifiées, non dilatables, passées en intraluminal. Et en traitement définitif, c'est plus du stent actif ou du ballon actif. Et, ou des stents entrelacés dans les segments mobiles. Et si on n'a pas réussi à passer en intraluminal, on est passé en subintimal, il recommande une angioplastie à haute pression et puis un stent entrelacé ou couvert, surtout quand on est passé en subintimal. Voilà, il parle également ensuite de comment traiter les lésions, les sténoses intrastent après échec du coup de stenting. Il y a 30 à 40% de resténose intrastent dans les 2 ans pour une maladie fémoro-poplitée. Il proposait plusieurs types de traitements, dont le debulking plus TCB, dont debulking, c'est une association de traitement, une atérectomie plus un ballon actif. Ça pourrait améliorer davantage l'efficacité, mais il n'y a pas d'essai randomisé. Et, soit le ballon actif, soit le stent couvert sur les sténoses très, très longues, mais moins de 27 cm. Donc, j'ai fait un rappel sur la classification de Tosaka, qui montre la sténose intrastent soit focale, diffuse ou totale. Et ils ont réalisé cet algorithme-là, pareil, une sténose interstreinte courte, non totalement occluse, donc Tosaka 1. Ils proposent d'abord en première ligne de traitement une angioplastie simple pour préparer la lésion et puis un ballon actif qui est préféré. Et pour les lésions Tosaka 2 et 3, ils proposent soit une angioplastie simple si on a une bonne expansion, ou sinon, si on a plusieurs échecs, considérer une atérectomie plus stenting et en traitement définitif, un ballon actif toujours préféré ou un stent couvert sur les longues occlusions. Voilà, tout ça pour dire qu'ils disent que le choix du traitement est surtout lié au patient, à son tableau clinique, à son âge, à sa fragilité et au choix, enfin, le traitement est lié à la lésion également, donc les lésions calcifiées qui doivent bénéficier davantage de préparation, les lésions courtes et non calcifiées, ça peut ne pas être nécessaire être prudent sur les claudicants actifs où on préfère l'utilisation de matériel non permanent. Ils ont fait ce tableau, enfin cet algorithme qui est le plus mis en avant dans l'article, où ils disent à chaque étape enfin, qu'est-ce qui doit se passer. Donc, souvent préféré quand même l'autogreffe par veine Safen dans les longues occlusions puis bien évaluer le malade avec l'imagerie, choisir son patient, enfin, il y a la dichotomie entre un claudicant et une claudication critique.
le choix quand c'est une lésion fémorale seulement ou dans le segment mobile poplité, où il décrit enfin, également la lésion, le type de lésion calcifiée, la longueur de la lésion, le passage intraluminal ou subintimal en péropératoire ou si c'était une sténose intrastent. Et puis la préparation de la lésion par angioplastie, lithotripsie, ballon spécifique, atérectomie, thrombectomie, et puis un traitement définitif. Les limites et les perspectives de cette étude, au niveau des limites, ça manquait d'essais cliniques randomisés sur l'efficacité des techniques de préparation par rapport à l'angioplastie simple. Euh, Ça manque d'essais également sur l'association de préparation plus ballon actif et stenting versus stent actif. Et ça manquait aussi d'études qui comparaient l'endovasculaire à la chirurgie de pontage. Il y a plusieurs, et dans cette revue, il y avait plusieurs études citées qui étaient seulement observatoires de petite taille avec une grande hétérogénéité de patients. Ça manque de données de haut niveau, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de débats sur les meilleures pratiques endovasculaires. Et la plupart des études portaient sur des patients atteints de claudication invalidante et non sur des ischémies critiques. Voilà, donc c'était la méthode de DELF, donc un groupe d'experts qui se réunissait pour créer un algorithme qui intégrait la morphologie lésionnelle, la préparation de la lésion, le traitement définitif, pour trouver une stratégie optimale qui dépend de l'expérience du chirurgien et de la disponibilité des dispositifs. Il n'y a pas de solution universelle pour le moment, mais plutôt une approche individualisée. Je ne sais pas si c'était tout. Très bien. Question concernant cet algorithme. Je suis assez d'accord sur l'utilisation des trucs d'actérectomie, mais il n'y a pas tellement de littérature qui dit ça, en fait. Il n'y a pas de littérature. Non. Sur le SAGA 2-3. Alors, 2A4, c'est les rosténoses. Oui, ouais, c'est les occlusions et les occlusions intrastènes, etc. Alors, Il n'y a pas de la littérature là-dessus? Si, il y a une étude randomisée publiée l'année dernière qui est française, qui s'appelait, je ne sais plus quoi, qui avait 3 bras, un bras ballon simple, un bras ballon actif et un bras laser plus ballon actif. Et ça montre aucune différence entre le groupe ballon actif et le groupe laser ballon actif. Voilà, c'est donc intact, je crois, ça s'appelait cette étude-là, l'étude française. Ils l'ont cité, oui. Le problème c'est un gros travail, et les gens qui ont fait ça sont tout à fait reconnus, mais le problème, c'est qu'ils représentent simplement certains courants de pensée dans le milieu, et donc automatiquement, on retrouve des choses, voilà, et effectivement, comme tu l'as bien dit, c'est pas basé sur des données cliniques, Oui, c'est voilà, un groupe d'experts. c'est un courant de pensée qui s'exprime, c'est un peu ça. Oui. Voilà. Mais c'est pas des recommandations. Bah, Sur la littérature, c'est un peu justement. C'est pas qui comprend un peu le truc. Ouais. C'est surtout basé sur leur expérience, en fait, parce que finalement, ils donnent des recommandations sur. C'est vrai, mais ça peut être lu différemment. C'est ça qui est un peu ambigu dans le truc. L'étui consensus, ça. Ça tire à guidelines. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Après, ça représente pas mal de choses qu'on fait nous aussi. Je veux dire, on s'y retrouve dans beaucoup de trucs, donc on se dit, tiens, ben voilà, ça alimente ce qu'on pense aussi. Sauf l'atérectomie, quand ou Parce que bon, là, intravasculaire, ou L'AIVUS, moi, c'est le petit feu, par exemple, aussi, ça dépend qui a fait, mais c'est actionneuse qui a remboursé avec la ligne. l'AIVUS et l'atérectomie, c'est vrai qu'on pratique pas du tout. Ouais. Pas sûr. C'est pas remboursé. Alors, c'est pas remboursé. Enfin, je pense qu'il y a 2 choses quand même qui expliquent ça. C'est que, un, c'est pas remboursé. Comme dit Lucie, il n'y a pas d'évidence très forte en faveur de l'utilisation. Plus l'AIVUS, finalement, bizarrement. Parce qu'il y a 2 études randomisées là qui sont assez claires. Mais l'atérectomie, il n'y a rien. Alors, c'est vide, il y a des registres, tout ça, mais en preuve niveau 1, il n'y a rien du tout. Et comme la thrombectomie d'ailleurs, en thorax, c'est ça. On fait des images. Ouais, exactement, possible. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, quand tu as lu le texte? Oh, c'était compliqué. Ouais. C'est pas un article enfin, auquel je m'attendais où il y a une introduction, méthode, résultat, conclusion. C'était vraiment, ça partait dans tous les sens où
où il nous présente plein d'articles pour chaque technique opératoire. Bah, j'ai beaucoup appris. Après, quand tu dis que c'est compliqué, c'est marrant parce que tu dis ça et en même temps, on a la projection de cette image où effectivement, quand tu vois ça, tu dis c'est compliqué. Je pense que si peut-être pour les moins expérimentés, la chose à retenir quand même maintenant qui se dégage très très bien, euh, c'est que quand on envisage le traitement d'une lésion artérielle, bon, c'est mon fait mon popité, mais aussi en janvier, c'est qu'il y a l'approche, donc le choix de l'abord, il y a la technique de franchissement intraluminal ou sous-intimal, la technique de préparation, avec tout ce qu'on a cité, et finalement ce qu'on appelle le definitive traitement, c'est-à-dire le stent, le ballon, etc. Et donc finalement, je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est ça. Approche, crossing, vessel prep et definitive traitement. Et maintenant, je pense que les gens sont assez d'accord avec cet algorithme, au moins de traitement. Cette séquence. J'ai aussi eu l'impression qu'on enfonçait un peu une porte ouverte. Enfin, cet algorithme-là, c'était un peu, enfin, de manière implicite que c'était déjà acquis. Enfin, on sait tous qu'il faut bien choisir son malade. Ça dépend de la lésion, enfin, d'un segment mobile ou pas. Et puis, il faut bien sûr évaluer la lésion. Enfin, Ouais. je trouvais que ça changeait rien par rapport aux techniques du service. Enfin, on fait déjà ça, quoi. Ouais, il faut, Tu veux dire qu'on est à la pointe. Puis actuellement les gens à un monde meilleur. très bien. Bon, bah, écoute, c'est bien. Merci beaucoup.